Didier Drogba est celui qui a fait rentrer la Côte d'Ivoire dans l'histoire du football africain à jamais. Le pays avait eu d'autres légendes comme Gadji Seli ou Laurent Pokou. Mais si on est honnête, c'est vraiment la génération des Drogba, Touré et autres qui ont vraiment mis la Côte d'Ivoire sur la carte footballistiquement parlant. Grâce à Drogba, la reine d'Angleterre même connaît le pays. Lui a dit, ah, mais Majesté, je suis Alassane Ouattara, je suis le président de Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, ah, Drogba's country. Donc voilà, comme moi je vois certains insulter la légende à cause de quoi? À cause de Chété, Imra. Non, ça me fait rire quoi. Par contre, j'ai plusieurs fois entendu des personnes me dire que Didier Drogba a stoppé une guerre en Côte d'Ivoire. Et je pense que sur ce point-là, il faut rétablir la vérité. Avant toute chose, je pense que c'est important de connaître le contexte. Pourquoi est-ce qu'il y avait un conflit en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut savoir qu'il s'agissait d'un conflit interne dans le pays, première chose. C'est un mélange de plusieurs choses qui a fait qu'on est arrivé à cette situation. En fait, le nord de la Côte d'Ivoire, qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Mali, qui sont des pays majoritairement musulmans, est lui-même majoritairement musulman. La population la plus connue de cette zone, c'est les Djoula par exemple. Et dans le même temps, le reste du pays est plutôt chrétien, athée ou dans des spiritualités locales. Et historiquement, pendant très longtemps, les populations nordistes majoritairement musulmanes vont être assez marginalisées. Chose qui va s'aggraver dans les années 90, après la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny. Et dans le même temps, la baisse du prix du cacao et du café, dont la Côte d'Ivoire est des plus grands exportateurs, va entraîner une crise économique dans le pays. Et forcément, ça conduit à une très grande augmentation du chômage et en même temps à une augmentation des inégalités. Des inégalités entre les grandes familles du pays riches et les pauvres, mais aussi des inégalités avec les gens qui vivent dans le nord, puisque la plupart des travailleurs du cacao viennent de ces zones nordiques justement. Voilà, et tout ça, ça va alimenter encore plus les frustrations. Et le summum de ces inégalités-là, c'est la création du concept de l'ivoirité. Alors, je vais pas entrer dans des gros détails, mais pour faire simple, l'ivoirité, c'est un espèce de concept de retour aux sources, aux valeurs traditionnelles du pays. À la base, c'était même un concept plutôt panafricaniste, qui visait à rassembler les Africains, les Ivoiriens, sous une même bannière, les gens qui partagent la même culture et tout. Mais dans les années 90, vers 93, très exactement, après la mort de Félix Houphouët-Boigny et l'arrivée au pouvoir de Henri Konan Bédié, le mot va prendre un tout autre sens et une toute autre tournure. Il va commencer à définir la nationalité ivoirienne. Qui est ivoirien et qui ne l'est pas. La phrase fétiche de l'ivoirité, ce sera « Né ivoirien qu'une personne née d'un père et d'une mère eux-mêmes nés de parents ivoiriens ». En gros, vous êtes ivoirien que si vos grands-parents eux-mêmes sont ivoiriens. C'est du délire. Alors, cette règle servait surtout à empêcher certains opposants politiques de se présenter aux élections présidentielles, notamment l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui lui a des grands-parents burkinabés. Ce qui marchera, Alassane Ouattara ne pourra pas se présenter et Bédié remportera les élections. Petite précision, en fait, c'est lors des élections 2000 face à Laurent Gbagbo que Alassane Ouattara n'a pas pu participer. Lors de la victoire de Henri Konan Bédié, il était plutôt en exil. Donc voilà, désolé pour l'erreur. Mais il sera renversé par un coup d'État en 1999. En tout cas, ce concept et ce terme d'ivoirité va faire énormément de mal aux populations nordistes de la Côte d'Ivoire. Ils seront traités de burkinabés, de maliens, d'étrangers. En plus, c'est des gens qui ont des noms à consonance un peu, voilà, un peu nordistes. Donc les Ouattara, les Ouédraogo. Donc ils sont très facilement repérables. Et plus globalement, à ce moment-là, il y a un climat assez nauséabond de xénophobie dans le pays. C'est ce procédé de faire croire à la population que si ça ne va pas pour eux, s'ils n'ont pas assez à manger dans leurs assiettes, c'est pas à cause de certaines élites qui se gavent, c'est à cause de l'autre à côté qui est son compatriote et qui semble différent. Bon, c'est un procédé qu'on connaît bien, quoi. Et en Côte d'Ivoire particulièrement, ça n'a pas de sens parce que même les populations non nordistes ont très souvent des aïeuls et des ancêtres étrangers. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a des Akans, c'est une ethnie qui a pas mal de liens avec le Ghana, par exemple. Et tout cette tension va exploser en 2002 après un coup d'État raté des forces rebelles qui représentent le Nord. Et suite à ce coup d'État loupé, le pays sera divisé en deux. Le Nord, dont le centre des opérations sera la ville de Bouaké, et qui sera le siège de l'armée rebelle, et le reste du pays, dont le centre reste Abidjan. Voilà où on en est en 2002. Désolé si ça a été un peu long. Pendant ce temps, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas trop ça. Lors de la CAN 2000 au Ghana et au Nigeria, l'équipe sortira au premier tour. Honnêtement, on était dans un groupe assez relevé avec le Cameroun et tout. Et on n'a pas été ridicule, mais on n'a pas passé le premier tour. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le général Guy, qui était le président de la République à l'époque, enverra les joueurs de l'équipe nationale au camp militaire pour les redresser. C'est une singerie au fait. Par contre, lors de la CAN 2002 au Mali, c'est clairement pire. On sera dans un groupe composé du Cameroun, de la RDC et du Togo. Groupe où on terminera dernier avec
un seul point. Une défaite contre le Cameroun et une humiliation 3-1 contre la RDC. Est-ce que vous vous rendez compte même, à l'époque, la RDC nous battait. C'était trop grave. Par contre, les Maliens étaient toujours nos petits. Ça n'a jamais bougé. Et en 2004, en Tunisie, on sera même pas qualifié. Donc non seulement les Ivoiriens souffrent parce qu'ils sont divisés en deux, le pays est coupé en deux, mais en plus dans le ballon, on voit rien. Sauf que 2004, c'est l'explosion d'un joueur quand même pas mal âgé à l'époque, Didier Drogba. 2003-2004, c'est la saison de son explosion à l'Olympique de Marseille où il mettra 32 buts en 55 matchs, dont ce bijou face à Newcastle en demi-finale de Coupe de l'UEFA. Il va y aller. Mais c'est pas tout. Entre 2004 et 2005, il y aura l'explosion de la fameuse génération des académiciens. Ce sont des joueurs qui ont été formés à l'académie Jean-Marc Guillou. Des joueurs comme Kolo Touré et Yaya Touré, même si Yaya lui, il explosera un peu plus tard vers 2006. Didier Zokora, Bakary Koné, Emmanuel Eboué, Haruna Dindane. Ou bien on dit Haruna Dindane, franchement moi je sais plus. Siaka Tiéné. Et à ça, t'avais d'autres joueurs qui étaient nés en France qui se rajoutaient comme Emers Faye ou bien Guy Demel. Et petit à petit, la Côte d'Ivoire commence à se retrouver avec une très grande équipe sur le continent africain. Le premier défi de cette équipe, se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Et ceux qui suivent le foot africain savent que pour nous, équipe africaine, en tout cas à l'époque, se qualifier, c'était le parcours du combattant. En plus, dans le groupe de la Côte d'Ivoire, il y aura le Cameroun du très grand Samuel Eto'o, l'Égypte, futur vainqueur de la CAN 2006 à domicile, et la Libye qui était une petite équipe à ne pas négliger quand même. Et en plus, à l'époque, l'historique de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, c'est 0 qualification. En plus, avec le Cameroun dans le groupe, franchement, personne n'y croit. Mais les joueurs emmenés avec le sélectionneur français Henri Michel, eux, vont y croire. Tout commence le 6 juin 2004 au stade Félix Houphouët-Boigny face à la Libye. Victoire tranquille 2-0 des éléphants avec un but de Haruna Dindane et un penalty de la légende Didier Drogba qui marque son 8e but en sélection. Deuxième match, un déplacement au stade d'Alexandrie en Égypte. Victoire 2-1 encore. À l'époque, on n'était pas encore traumatisé des Égyptiens. Même configuration, un but de Haruna Dindane et un but de Didier Drogba pour donner la victoire aux éléphants. La doublette Haruna Dindane, Didier Drogba à l'époque, franchement pépite. Hein. La Côte d'Ivoire a 6 points, mais malheureusement, les problèmes vont commencer. Déjà, avant le match contre l'Égypte, l'entraîneur adjoint, Mama Ouattara, décède, ce qui va vraiment impacter l'équipe. C'est aussi ça, le destin d'un homme. Mais ça, à l'époque, on avait vraiment été traumatisé par sa disparition. Et le déplacement à Yaoundé au Cameroun ne va pas bien se passer. La Côte d'Ivoire, plutôt confiante, va subir une défaite 2-0. 2 buts en fin de rencontre de Eto'o et de Guillermo. Vraiment les pires buts à prendre quoi. Et en plus avec ces défaites, la Côte d'Ivoire perd la tête du groupe. Mais elle va se rattraper avec un succès 5-0 face au Soudan lors du match suivant. Et le déplacement à Cotonou face au Bénin offre une victoire 1-0. Victoire qui se répétera encore face au Bénin, mais cette fois-ci au Félicia. D'ailleurs, d'après les paroles des joueurs de l'époque, le match à Cotonou face au Bénin qu'on gagne 1-0, c'était un match très difficile. Il y a eu des pressions, les supporters étaient exécrables, non c'est difficile. Coup d'arrêt cependant avec un nul 0-0 face à la Libye, c'est toujours dur de gagner à Tripoli de toute façon. Mais ça n'empêchera pas l'équipe de bien taper l'Égypte 2-0 à Abidjan. Je vous ai dit, à l'époque, on n'était pas encore traumatisé des Égyptiens. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire à la tête du groupe. Il nous suffirait de gagner le prochain match pour être qualifié pour le mondial. Sauf que le prochain match, c'est contre le cadre du groupe, le géant du groupe, le Cameroun, les Lions indomptables. Cameroun qui nous avait déjà tapé 2-0 à Yaoundé chez eux. Mais cette fois-ci, le match sera chez nous, en Côte d'Ivoire, au Félicia. Le groupe vit bien, l'ambiance sont cool, mais il y a un couac. Le gardien titulaire et légende de l'Espérance de Tunis, Jean-Jacques Tizé, se blesse. Une méchante fracture, en plus dans la presse, il y a des rumeurs qui sortent comme quoi c'était pas une vraie blessure, le gars faisait exprès, en fait il voulait pas jouer, des conneries. Du coup, c'est le gardien remplaçant Gérard Niang qui va prendre place dans les buts. L'attention avant le match, c'était très chaud. J'étais vraiment tout petit, j'avais 4-5 ans, mais j'ai des flashs de souvenirs de la période. Côté camerounais, Yannick Noah était venu soutenir l'équipe du Cameroun, et côté ivoirien, Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, et José Mourinho, entraîneur de Drogba à Chelsea, étaient venus soutenir la Côte d'Ivoire. Non, c'était chaud, surtout que même un match nul suffirait à être qualifié quasiment quoi. Le match commence, c'est très chaud entre les deux équipes, mais 30e minute, mésentente entre Kolo Touré et son coéquipier, et Pierre Webo envoie un boulet dans nos cages, 1-0. À l'heure là, ça chauffait dans le Félicia, les Ivoiriens retenaient leur souffle. Mais 38e minute, ballon mal géré par un défenseur camerounais, c'est récupéré par Haruna Dindane, magnifique remise sur Drogba, égalisation. Le Félicia respire. Enfin, respire l'espace de 7 minutes. Juste avant la mi-temps, énorme erreur de marquage encore de Marco Zoro sur Pierre Webo
et ce dernier marque de la tête et s'offre un doublé. Vraiment, juste avant la mi-temps, c'était un coup de massue. Mais Henri Michel, notre sélectionneur, va refortifier les éléphants. Début de la seconde mi-temps, faute aux abords de la surface. Coup franc, Didier Drogba prend place. Drogba pour une frappe directe et la superbe l'égalisation de Didier Drogba en tout début de seconde période. Drogba plante un coup franc dans il a le secret, dinguerie. Là on se dit ok, on prend 2 buts sur des erreurs inacceptables, mais on a un Didier Drogba en forme, ça va le faire. Le match se déroule tranquillement et 85e minute, faute pour le Cameroun. La faute de Harouna Dindani est un peu bête, mais bon, c'est quand même assez loin. Et là, surréaliste. Frappe, ouais, sur le poteau et finalement, le deuxième ballon qui rebondit sur la tête camerounaise. À 5 minutes du coup de sifflet final. Achille Pierre Webo climatise, que dis-je, il met un vent frais dans le stade Félix Houphouët-Boigny. Le Cameroun a fait dormir les Ivoiriens à 17h, c'est du jamais vu. Et franchement, là, tout le monde pense que c'est fini, que la qualification est morte. Le Cameroun prend la tête du groupe. Et il leur suffirait de battre l'Égypte pour se qualifier. Et nous, même si on bat le Soudan au prochain match, ça changera rien. Vraiment, l'ambiance dans le pays est mauvaise. Faut trouver des coupables et c'est le sélectionneur Henri Michel qui va trinquer. Bonaventure Kalou aussi va en prendre pour son grade. C'était tellement grave que Drogba sortira pour défendre ses coéquipiers et son coach. Après, franchement, les 3 buts sont issus d'erreurs défensives et c'était largement évitable. Et les gens n'avaient pas tort de dire que cette défaite aurait pu être évitée, même si, bien sûr, ça n'a pas été fait exprès. Les Ivoiriens qui commençaient à se fédérer derrière leurs équipes nationales sont déçus. On avait besoin de cette qualification rien que pour apaiser un tout petit peu le pays. Mais bon, le 8 octobre, c'est sans grand espoir que la Côte d'Ivoire se rend au Soudan. Le but ici, c'est de gagner. Parce que si on gagne et que le Cameroun ne gagne pas face à l'Égypte, on est qualifié. Le match commence super bien pour les éléphants, malgré le fait que ce ne soit pas l'équipe type qui soit là. Résultat, victoire 3-1, doublé de Harouna Dindani. Pendant ce temps, à Yaoundé, le match bat son plein. Le Cameroun mène 1-0. Mais à la 79e minute, Mohamed Chaouki marque et ramène la marque à 1 partout. Score qui arrange la Côte d'Ivoire, hein, mais il reste encore 10 minutes. Tout le monde serre cuit, comment. Oh, tu vas siffler. Et là, l'arbitre siffle le coup de sifflet final et les éléphants explosent de joie. Et le meilleur geste, c'est quelques minutes après ce coup de sifflet. Didier Drogba a l'intelligence de prendre le micro et de balancer un discours fédérateur. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Seul pays de l'Afrique qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections. Et dans ce contexte-là, il y aura une espèce de cessez-le-feu suite à l'appel et au message du capitaine des éléphants. Drogba va se servir de cette ferveur populaire liée à la qualification des éléphants pour appeler à la paix. Charles Konan Banny, qui sera élu Premier ministre quelques mois après cet exploit, utilisera la notoriété de Drogba pour appeler à la paix. Malheureusement, même si oui, ça participera à apaiser les tensions quelque temps, ça réglera absolument pas le problème. Tu règles pas des rancœurs vieilles de 10, 15, 20 ans avec juste une équipe de foot qui gagne, non. En 2007, Drogba militera pour qu'il y ait un match dans la zone rebelle au stade de Bouaké. Le match se déroulera sans problème et ça deviendra un symbole de la trêve du conflit. Et ce stade sera renommé à l'occasion Stade de la Paix. Pour l'anecdote, c'est dans ce même stade de Bouaké en 2024 où on a remporté le match contre le Mali à la dernière minute avec un scénario incroyable. Donc, pour conclure cette fameuse question, non, Didier Drogba n'a pas stoppé une guerre grâce au football. Mais son action, son talent à lui et à ses coéquipiers a participé à apaiser la situation et a surtout participé à redonner du baume au cœur de tous les Ivoiriens d'où qu'ils viennent. Il a fait vibrer un pays divisé, littéralement, et a permis pendant quelques instants de se rassembler autour d'un seul objectif. Malheureusement, les divisions étaient bien trop profondes et en 2010, ça réexplosera à nouveau à cause des élections. Voilà, je voulais un petit peu parler de cette histoire-là parce que j'entends souvent des gens me dire « Ah, t'es ivoirien, Drogba, il a stoppé une guerre et tout. » Et moi, ça m'agace un petit peu parce que même si, voilà, Drogba, c'est une légende, c'est la légende du pays, franchement, c'est notre légende et on lui doit le respect. On peut pas résumer un conflit aussi profond que, voilà, tout ce que la Côte d'Ivoire connu a dit ah Drogba a stoppé le conflit, Drogba a stoppé les guerres. Non, ça marche pas comme ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à commenter, voilà. Surtout si vous n'êtes pas ivoirien, voilà, à me dire ah oui que vous avez appris des choses et tout, ça me fera grand plaisir. Comme vous l'aurez remarqué, cette chaîne va devenir une chaîne foot, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous.